bonjour docteur Darro. Je voulais vous inviter à nous exposer d'abord les circonstances dans lesquelles vous avez pris vos fonctions en Haute-Savoie, à quelle époque ça s'est passé d'abord et comment vous avez été nommé pour effectuer quelles tâches. D'accord, alors pour répondre directement à cette question-là, moi c'était en 72 que j'ai passé le concours et après un travail intérimaire au Havre où j'avais fait mon internat de médecine générale, hein, enfin un internat général à l'hôpital général du Havre, complet, 3 années d'un internat de région. Et ensuite j'ai obliqué vers la psychiatrie pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Hein, disons le virus de la sectorisation et le versant social de la psychiatrie m'a passionné. C'était une époque extrêmement féconde et je voulais en faire un petit peu pour compléter ma formation de futur généraliste. Et puis j'y suis resté, quoi, voilà. À ce moment-là, j'ai passé assez vite le concours du psychiatrica. J'ai fait cet intérim donc au Havre pour ouvrir un secteur à l'époque. Et puis, au bout d'une année, c'était très intéressant, mais j'avais le sentiment qu'il fallait que je laisse mes prédécesseurs continuer leur projet et que j'aille faire quelque chose par ailleurs. Alors, où aller? J'avais pas d'attache particulière nulle part en France, hein. Je venais du Maroc, j'avais fait mes études à Paris, et bon, ça pouvait être n'importe où. J'ai choisi finalement La Roche sur plusieurs critères. Premièrement, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'implantation préalable, il n'y avait pas de tradition à remonter. On partait de zéro, il n'y avait pas d'équipement en Haute-Savoie, d'équipement hospitalier j'entends. Hein. Et puis il y avait assez peu de choses en matière de psychiatrie. Deuxième critère, la carrière d'un psychiatre des hôpitaux. À cette époque, il n'y avait pas énormément de postes. On pouvait passer des périodes de durée variable, soit outre-mer, soit dans des services pas forcément attirants, hein, je vais faire silence sur les exemples possibles. Par contre, alors en Haute-Savoie, et à La Roche en particulier, j'ai vite repéré qu'il y avait une métropole universitaire mondiale qui était Genève, et j'ai jamais regretté d'avoir privilégié ce choix, parce que précisément à Genève, on a eu un accueil extrêmement chaleureux, bienveillant, de la part de l'équipe d'Ajuria Guerra à cette époque-là. On s'est vu très souvent, ils ont ouvert, quand on a commencé à recruter des internes, ils ont ouvert une antenne du certificat de psychiatrie français sur Genève, avec l'accord de l'université à Grenoble, et ça s'est très très bien passé sur ce plan-là. Faut pas alors, pas d'implantation préalable, l'hôpital n'était pas construit. Ma feuille de route, c'était, j'étais affecté à l'hôpital de Bonneville. Vous allez voir à quel point c'est cauchemar, et on était complètement à côté de la plaque. Mon affectation, c'était Bonneville, pour des raisons, je pense, administratives, parce qu'il y avait un vrai hôpital qui était là. Et c'était sous-titré sur le journal officiel, le Poste, service devant être déménagé à La Roche-sur-Foron. Alors je suis allé voir à La Roche-sur-Foron ce qu'il y avait. Bon, il n'y avait pas d'implantation. Il y avait un hôpital rural, comme on disait à l'époque, qui était l'hôpital André-Ftan. Et j'ai eu affaire au directeur de l'hôpital André-Ftan, qui était un peu sidéré d'avoir envisagé de monter un hôpital psychiatrique, tout ça, en disant mais bon, on va le faire, etc. Bon, j'ai rencontré à l'époque le DAS, qui s'appelait Marc-Gérard Peter-Schmidt, qui était quelqu'un de tout à fait remarquable. C'était un Alsacien. La première chose qu'il m'a fortement suggéré,
c'était de ne pas heurter la culture locale, d'essayer de m'y affilier. Et au fond, il m'a proposé de devenir haut-savoyard, lui qui était alsacien, moi qui venais du Maroc via la Normandie. Bon, ça m'a plu comme challenge. Et alors, les 2 premières années, je les ai passées bon, j'étais tout seul hein, sur ce projet. C'était appelé à grandir par la suite. Bon, comme on l'a vu. Mais pendant 2 années, j'étais tout seul. Et j'avais comme, en quelque sorte, comme parrain, toutes les équipes de l'hôpital de Bassins à Chambéry, qui avaient une forte tradition, c'était des gens extrêmement solides, qui avaient vécu des épisodes intéressants au point de vue de la psychothérapie institutionnelle notamment, mais c'était quand même un imposant CHS, hein, avec une tradition asilaire, ils s'en cachaient pas. Hein, et ils avaient cependant réussi pendant plusieurs années à travailler sur la Haute-Savoie, à ouvrir ce qu'on appelait des dispensaires d'hygiène mentale à l'époque, c'est-à-dire des centres médico-psychologiques, hein, et à créer des antennes pour les post-cures des malades sortant de l'hôpital de Bassins. Il les avait créés dans quelle ville? Alors, il y en avait un à Bonneville. Pour ce qui est des secteurs actuels de La Roche, hein. Il y en avait un à Bonneville, il y en avait un à Salanches. J'en ai créé un à Cluse. J'ai ouvert une sous-antenne à Chamonix, où j'allais pas bien souvent. Et puis j'avais ouvert aussi quelque chose à Thonon, à l'époque où il n'y avait pas encore l'implantation psychiatrique à Thonon. Bref, je voyageais un peu partout. Et surtout, j'ai commencé à labourer un peu le secteur pour ouvrir à la prévention. Et en fait, j'ai reçu énormément de monde. Enfin, j'étais tout seul, je disais, modestement, je veux dire, comme psychiatre. Hein. Il y avait aussi, à l'époque, une psychologue, une assistante sociale, une secrétaire. Bon, commencer avec cette... Donc il y a tout de suite eu des psychologues, parce que oui, dans l'intra-hospitalier, il me semble que ça a été plus tardif, les psychologues. Oui, alors les psychologues ont le statut de psychologues départementaux. Ils n'étaient pas hospitaliers au départ. Et c'est ensuite, alors il y a eu toute une opération, y compris pour les secrétaires d'ailleurs, hein, de rattachement administratif à l'hôpital de La Roche. Et c'est venu dans un deuxième temps. Notre employeur à l'époque, même moi, mes bulletins de salaire de cette époque, c'est l'ADAS qui me payait. Donc c'était l'ADAS, donc l'État, c'était pas le département, c'était l'État. Voilà. C'était l'État qui était à l'initiative de l'implantation du secteur et qui semblait y attacher beaucoup de prix et d'importance. Donc c'était votre employeur, mais il y avait par exemple un médecin inspecteur de l'ADAS qui était chargé de la psychiatrie ou... Alors, pas de la psychiatrie, mais il y avait un médecin inspecteur qui était presque aussi célèbre que Peter Schmidt, que j'ai cité tout à l'heure. C'était le docteur Darros, Madame Darros, qui était vraiment une travailleuse acharnée qui connaissait parfaitement les traditions locales, l'histoire, qui s'intéressait à tout et qui a été pour moi une référence tout le long, hein, en conseil et tout ça. Bon. Alors, le département, les élus locaux, les représentants politiques et les élus, hein, ils n'étaient absolument pas concernés. Et certains d'entre eux, pour le peu qui étaient concernés, ils étaient furieux. Parce que ça faisait 10 ans qu'on leur promettait un hôpital psychiatrique de 600 lits à La Roche. Et avant que j'arrive, avant que je sois nommé, il y a eu un inspecteur qui était quelqu'un de célèbre aussi, un inspecteur général de la santé. Je me demande s'il n'était pas d'ailleurs à cette époque-là directeur général de la santé au ministère. C'est un nommé Charbonneau, qui était déjà
enfin qui avait déjà une carrière avancée, hein, et beaucoup d'expérience, qui avait beaucoup circulé, rayonné dans toute la France, dans les différents hôpitaux psychiatriques. Et il était venu sur place et il avait dit mais c'est de la folie de monter 600 lits ici, vu comment est structuré le département, il faut monter un assez gros truc à La Roche, un assez gros truc à Annecy et un truc un peu plus petit à Thonon. Ça serait pas mal comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi Annemasse a été non concerné par ce projet, enfin ce programme. Et alors du coup on s'est retrouvé avec un programme un peu croupion pour ces élus là, 150 lits à... Ma femme me souffle un peu parce que on était, j'étais tout seul, mais on était tous les deux. C'était une affaire de couple. Ma femme était psychologue, elle a été psychologue départementale à cette époque-là. Et il y avait, mais je reviendrai là-dessus ensuite. J'en étais d'autres. Vous nommez Charbonneau, voilà, qui est venu sur place et qui a donc donné cette réorientation avec quelque chose de plus atomisé. Ce qui était dans l'air du temps, enfin dans les réflexions nationales du ministère, de plus faire des gros centres. Oui et non. Parce que, comme vous l'avez rappelé, il y avait un projet architectural avec Novarina qui était pressenti, qui était quelque chose de tout à fait intéressant. Il y avait d'ailleurs, quand je suis arrivé, on m'a montré une maquette d'hôpital psychiatrique qui était dans le hall de la mairie de La Roche. C'était le futur EPSM, quoi. Mais il a fallu enlever la maquette après le passage de Charbonneau, parce que c'était plus 600 lits. Et alors, au ministère, ils avaient dans leur tiroir, je ne citerai pas les noms, hein, c'était des gens très intéressants personnellement aussi. Je pense notamment à mademoiselle Mamelet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça a été quelqu'un qui a beaucoup joué dans la mise en place de la sectorisation dans l'après-guerre. Hein. Bon, au ministère, ils avaient donc ces modules qu'on appelait les USN, unités de soins normalisées, qui étaient en préfabriqué industriel, qui n'étaient pas chers, et qui permettaient d'équiper très rapidement. Mais administrativement, il fallait pacifier localement, etc. Ça a pris des années pour que les programmes initialement conçus se réalisent. Et il y a des départements dans lesquels l'histoire des 600 lits de La Roche, ça a été mené à terme. Je pense notamment à Saint-Jean-Bonnefond, à Saint-Étienne, où ils se sont trouvés, au moment où nous, on démarrait avec un programme de 150 lits, ils se sont trouvés avec 600 lits et personne à mettre dedans. Parce que les pratiques avaient changé entre-temps, parce que les besoins s'étaient modifiés. Ils ont traîné ce boulet pendant une quinzaine d'années. Ils ont fini par reconvertir dans d'autres activités, notamment pas seulement des masses, hein, mais y compris des... de gériatrie peut-être. Oui, de la gériatrie, hein, des MAPAT. Bon, nous on a eu donc la chance qu'on nous recalibre les choses, mais après il a fallu rattraper un peu la blessure narcissique, et c'est là que est entré en scène. Bon, il y avait déjà à l'époque, je souhaite la citer, il y avait le docteur Morvan, qui était une pédopsychiatre, qui elle résidait à Annecy, et qui a travaillé jusqu'à sa retraite à la mise en route de la pédopsychiatrie sur la Haute-Savoie. Elle aussi sans implantation préalable. Il y avait avec elle, implantée sur Annecy, une psychologue, une assistante sociale. Bon, c'est des gens avec qui on s'est vu très souvent pour réajuster un peu nos objectifs, nos pratiques. Elle m'a beaucoup appris, Madame Morvan, sur l'histoire, hein, où on en était, avec qui il fallait faire attention, de qui il fallait se rapprocher, bon voilà. Et à ce moment-là est intervenu le Conseil général,
qui logiquement devait être chargé de présider et de constituer le conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique. Oui, au titre de la loi de 1838, quoi. Oui, voilà, absolument. Ouais. Et Peter Schmidt a fait un énorme travail pour pacifier le président du conseil général de l'époque. Il venait d'être nommé, hein, il succédait à Arthur Lavie, qui était président du conseil général. Et donc, c'est Bernard Pellarin qui a succédé à Arthur Lavie. Et Bernard Pellarin, c'était un profil très particulier. C'est quelqu'un pour qui j'ai eu énormément d'affection, hein, bien que politiquement on n'était pas du tout dans les mêmes horizons. Mais c'est quelqu'un qui a pris à cœur de mettre la psychiatrie de la vallée de l'Arve sur une bonne orbite, et qui a beaucoup respecté les orientations que j'avais proposées et auxquelles je tenais énormément. C'est-à-dire donner la priorité au travail de prévention, à l'implantation, enfin à la sectorisation psychiatrique, et puis réaliser ce qui était programmé par la circulaire du 15 mars 60, à savoir aller au maximum à proximité des lieux de vie, des gens, des familles et des patients. Parce que le département intervenait à un titre ou à un autre dans la politique de secteur, en somme. Vous étiez donc, les équipes étaient salariées de la DAS, donc voilà, de l'État, mais il y avait une discussion avec le Parlement, avec le département, néanmoins, sur le... Oui, c'est-à-dire que le département, à l'époque, administrativement, c'était l'État, hein, c'était la préfecture, quoi. Hein, la DAS, c'était oui, il n'y avait pas de une décentralisation. direction préfectorale. La décentralisation était un peu dans les tuyaux, mais c'était encore loin d'être arrivé. Et quand c'est arrivé, Bernard Pellarin, il m'a dit, nous, ça fait longtemps qu'on avait compris, hein, le département, c'est notre affaire d'élus départementaux. C'est pas l'affaire de l'État, il n'y connaît rien sur le département. Ça fait longtemps qu'on savait qu'il fallait prendre le pouvoir. Hein, il a eu ce mot. Bon, et moi je dois dire qu'on a eu qu'à se, enfin vous sentez peut-être, qu'à se féliciter de cette protection, hein, qu'on a eue de la part du Conseil général. Et ça s'est d'ailleurs cristallisé pour moi un jour où l'hôpital était ouvert depuis pas tout à fait une année, et Pellarin a fait venir son collègue président du Conseil général de la Savoie, qui lui était président du conseil d'administration de l'hôpital de Bassins. Alors ce monsieur est venu, tous les deux ils se sont promenés dans l'hôpital, ils ont parlé aux malades, ils étaient très présents à l'époque, hein, auprès des malades, auprès des infirmiers, un contact assez soutenu. Et quand je les ai raccompagnés après cette visite, Pellarin a dit à son collègue, tu sais qu'on est en train de révolutionner la psychiatrie ici. Il a eu ce mot, lui, moi je ne vais rien souffler du tout, mais c'est dire que là on avait franchi une étape. C'est que on avait permis, enfin, c'est pas seulement nous, c'était réciproque, hein, mais le Conseil général était devenu fier de démarrer quelque chose de nouveau, de solide, de pas étranger, parce que la Savoie c'était le département étranger, hein, quelque chose à soi, quoi, hein. Non, je vous interromps une seconde. Comment est-ce que ça a été ressenti par les professionnels de bassin, le fait que la Haute-Savoie ait ses structures propres et se sépare juridiquement de bassin? C'était pour une amputation négative ou ils y voyaient... Alors moi, ce dont je peux témoigner, c'est qu'ils attendaient que ça. Côté collègues psychiatres, ils ont été d'une extrême délicatesse, ils nous ont été, en évitant notamment de lâcher le pied trop vite pour leur part, ils ont continué encore pendant une année à envoyer leurs équipes dans les antennes, et ils nous ont introduit les patients peu à peu, hein. Ça s'est passé de façon très, très confraternelle, hein, je dirais.
Et du côté de l'administration, ça a été pareil. Hein. Je me rappelle avoir eu des entretiens tout à fait positifs avec le directeur de l'hôpital de Bassins, qui lui aussi attendait qu'on se mette en route. Et voilà. Alors, ça s'explique, enfin, faut être prosaïque aussi là-dedans. On leur enlevait rien. Financièrement, ils gardaient leurs moyens, ils gardaient leurs équipes. La Haute-Savoie ne leur prenait rien. Donc ça a été abondé par des crédits nouveaux, quoi. Alors, ça a été abondé par des crédits nouveaux. Mais il faut que je vous dise quelque chose qui n'est pas du tout confidentiel, c'est que Peter Schmidt, qui était un Alsacien, un protestant, un type extrêmement brillant, il avait un défaut. Je crois que je l'ai dit le jour où on a fait l'historique à La Roche, c'est qu'il était d'une avarice légendaire. Et avant les grandes restrictions de crédit, chaque année, au moment de construire le budget, il nous enlevait 3 ou 4 postes au projet qu'on faisait, hein, des recrutements de psychologues, d'infirmiers avant implantation, etc. Et une fois qu'on a eu les restrictions budgétaires, ces restrictions-là sont venues s'ajouter aux restrictions toutes initiales, et on était vraiment très pauvres hein, pour démarrer, comme ramener à la dépense par habitant, hein, on était vraiment la queue du peloton sur l'ensemble du territoire français. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais oui, chaque année on vérifiait qu'on avait beaucoup à rattraper. Et le différentiel subsiste toujours avec les départements de la région qui avaient un établissement historique comme le Rhône. Ça vous bien passé. Voilà, il y a un retard. 50 ans après, il y a toujours un retard qui n'a pas été comblé totalement. Voilà. Voilà. Alors qui n'a commencé à être entamé, ce retard, qu'une fois les ARH mis en place, avant les ARS. Hein. C'est-à-dire que là, les directeurs d'ARH ont eu un pouvoir notamment de répartition budgétaire qui n'existait pas avant. Ce qui fait que là où il y avait beaucoup de sous, il y avait beaucoup de moyens, et il continuait à y avoir beaucoup de moyens. Et là où il y avait très peu, il continuait à y avoir très peu, et on avait quand même les mêmes charges au rapporté à la population. Oui, parce que cette implantation de la psychiatrie en Haute-Savoie, elle précède de quelques années ce qu'on a appelé les plans Barre, après le premier choc pétrolier. De 4 ans. Voilà. C'est ce que j'avais noté dans un des articles que je vous passerai. Qui n'ont pas été des moments très propices à la dépense. Voilà, c'est-à-dire que le secteur, mais même au niveau national, quand on y pense, la circulaire du 15 mars 60, c'était quelque chose d'extrêmement cohérent. C'était un outil de référence remarquable qui procédait d'un engagement à la fois des médecins et des responsables administratifs hein, du ministère. Mais c'est resté une circulaire pendant des années. Et les premiers textes opposables, ça a été les arrêtés et les décrets du temps de Boulin. Robert Boulin, 1972, a notamment rédigé et fait adopter un texte qui donnait les moyens minimums, enfin qui indiquait les moyens minimums en soignants, en médecins, en psychologues, pour un secteur de tant d'habitants. Et ça, on a pu commencer à utiliser ce texte-là, parce qu'auparavant, même le DAS, hein, quand je lui disais, mais écoutez, dans la circulaire de 60, il nous demande de faire ça. Et vous nous donnez quels moyens pour faire ça? Il disait, mais une circulaire, moi je m'assieds dessus, c'est rien, c'est pas opposable. Bon. Alors, donc là, c'est à partir de 72 que ça a commencé à pouvoir s'amorcer. Hein. Et puis là, ça a desserré un peu les cordons de la bourse, hein, pour ce qui nous concerne. On a eu de tout petits moyens qui nous ont permis de franchir des étapes, je vais y revenir si vous voulez. Et puis ensuite, les circulaires Barre, sauf erreur, ça doit être 76. Oui, c'est ça, le premier plan Barre. Oui. Voilà. Donc le premier choc pétrolier, c'est 72, et les plans Barre, c'est voilà. suivi. Autrement dit, le secteur
entre 72 et 76, il a eu 4 ans pour faire ses preuves, alors qu'on se référait à la circulaire du 15 mars 60 comme d'un vieux machin. C'est un vieux machin qui n'avait jamais pu être traduit en termes réglementaires ou législatifs. D'accord. Pour terminer sur Bassin, donc ils ont été aidants dans la transition, on va dire. Ils ont présenté les patients et assuré le relais. Ils étaient plutôt favorables parce que ça leur enlevait pas de crédit, mais ça leur enlevait une charge de travail, j'imagine, quoi. Et aussi, j'ai lu qu'ils avaient un projet eux-mêmes de reconstruction partielle de l'établissement qui était conditionné au fait qu'on règle au préalable la question de la Haute-Savoie. Alors, probablement, ouais, c'est logique. J'avoue que là-dessus, j'ai pas de choses de repères très clairs. Hein. Je n'étais pas dans l'appareil de Bassins. Je sais que la modernisation de Bassins s'est faite à ce moment-là. L'aile qui est située de l'autre côté de la route qui Voilà, traverse l'établissement a été construite dans ces années-là. Et est-ce que ensuite, on n'a pas parlé encore de la construction, mais est-ce que Bassin transférera la totalité des patients sur une base géographique, ou est-ce qu'ils ont gardé les patients les plus difficiles ça a été ma hantise pendant les premières années. Hein, et j'ai fait... je suis allé à Bassins plus qu'à mon tour pour négocier avec les collègues qu'ils ne nous fassent pas le coup de nous vider tous les patients anciens, ou je dirais même chroniques, de Bassins, qu'on voit au bout à bout, les cas individuels, comment on pouvait organiser les choses. Et on l'a fait au cas individuel, ils nous en ont envoyé quelques-uns, mais jamais de mauvais coups. C'est-à-dire que et donc, je sais pas, je prends le cas d'un patient qui était un grand médico-légal, qui avait été envoyé à Sarreguemines en service de sûreté, donc après un double meurtre. C'était un grand délirant. Et quand il est sorti de Sarreguemines, Bassins, mais aussi la famille de ce patient, qui était au Savoyard, nous ont demandé s'il pouvait être admis à la Roche. Et on l'a admis. Il y en a eu d'autres comme ça, des médicaux légaux qu'on s'est trouvés dès le début. C'est ce qui me faisait dire. Il y avait les mauvaises langues disaient que la Roche, les premières années, c'était le club méditerranéen, parce qu'on avait énormément d'animations thérapeutiques. Et puis bon, on s'entendait bien avec la commune, avec les communes de la vallée de l'Arve, et ils disaient mais c'est un bonheur à La Roche. Les gens ont l'air, d'abord ils sont jeunes, il y avait beaucoup de jeunes malades, c'est triste à voir, mais il y avait des jeunes délirants qui ont connu la psychiatrie à travers La Roche, sans avoir connu cette espèce d'exil à Bassins avant. Bon, mais moi je leur disais, écoutez, dites ce que vous voulez, mais des malades dangereux, on en a. Alors vous les mettez où? On les soigne. Et ça a été une espèce de... Bon, je ne voudrais pas avoir des mots déplacés, mais ça a été presque une croisade, de convaincre les gens que la sécurité n'était pas conditionnée à une organisation carcérale, mais qu'elle était par contre contrôlée par un équipement humain. Et c'est comme ça, vous l'avez peut-être su, qu'on a des polémiques terribles à l'intérieur de l'hôpital pendant de nombreuses années, y compris avec les collègues, sur est-ce qu'un service doit être verrouillé ou pas. Alors, je vous disais surtout que l'effectif de soignants, c'était quelque chose d'essentiel. C'était notre poumon d'acier. Et pendant tout le temps où l'ancien statut des élèves infirmiers et des infirmiers psychiatriques existait, on a fait fonctionner un centre de formation et ça a assuré
tenez-vous bien, en permanence la moitié de l'effectif soignant. Alors c'est très contestable, ça a d'ailleurs été très contesté, mais ça a marché, sans bavure, c'est-à-dire qu'on envoyait dans les unités en vrais soignants des élèves infirmiers qui avaient un programme de formation théorique soutenu, mais très ramassé, sur 2 journées par semaine. Et le reste du temps, ils étaient affectés dans les unités. Alors, ils étaient payés à l'époque, comme vous vous souvenez, mais ils signaient un engagement. Alors, cet engagement, à terme, on n'avait aucune illusion là-dessus. Ils se sont assis dessus le jour où ils ont été recrutés, une fois diplômés, par les hôpitaux de Genève. Là, les salaires étaient multipliés par 2. Donc ce phénomène de fuite des infirmiers a existé dès le départ. Ah bah, dès qu'on a eu des diplômés. Mais il y en a quand même qui sont restés. Là. Donc c'est pas une nouveauté. C'est drôle. Moi j'ai trouvé aussi des enquêtes réalisées par des syndicats internes à l'EPSM quasi depuis le début, où ils mentionnent un turnover important et le fait qu'il y ait justement des jeunes infirmiers qui sont recrutés par Genève dès qu'ils ont fini la formation. Ils n'ont pas de dispositif de formation sur Genève. Hein. C'est tellement simple de s'en remettre à la formation côté français. Bon. Alors eux, autant avec le préfet, les élus locaux, etc., je vous ai dit un petit peu comment ça se passait pacifiquement. Avec les Suisses, enfin, les universitaires, je confirme, hein, ils ont été extrêmement accueillants avec nous. Et même, ils nous ont protégés, ils nous ont aidés, ils nous ont parrainés. Mais avec les autorités médico-administratives, je dirais, du Genevois, là on a eu du mal. Je me rappelle leur avoir dit un jour dans une réunion de coordination du Genevois franco-suisse, ils disaient qu'on ne faisait pas notre boulot parce qu'ils avaient des patients vagabonds, errants, etc., et indésirables, et qu'il fallait qu'on les prenne, ils les amenaient à la frontière, et il fallait qu'on les mette à... Alors ça, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes des gens très logiques, je vous tire mon chapeau, vous avez parfaitement raison, vous raisonnez en bon suisse, c'est-à-dire que c'est normal que, vu que les infirmiers conformes, vous les prenez, eh bien les malades qui sont soignés chez vous, en retour, on les prend. Ouais, ça se passait pas très bien, mais bon, on n'était pas les plus forts. Hein. Donc, je constate que les difficultés d'origine perdurent aujourd'hui. Voilà. Exactement. Et donc, vous m'avez expliqué qu'il n'y avait pas de pression majeure du côté élu ou préfecture sur ces questions, entre guillemets, sécuritaires, mais des débats internes alors. Oui, alors des débats internes, vous en avez eu, je pense, des échos entre médecins. Le deuxième médecin qui a été nommé à la fin, c'était Philippe Emmelet. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Alors il y avait lui et il y avait son équipe. Hein. Dans son équipe, il trouvait que les méthodes d'Arro, c'était quand même un peu du n'importe quoi. Alors eux, ils voulaient des serrures à leurs unités. Et puis ensuite, il y a eu un troisième médecin qui est arrivé, c'était le docteur Lequertier, qui a ensuite été nommé à Thonon. Il est parti à Thonon, je crois que c'est pas tout à fait par hasard. Hein. Ça ne lui plaisait pas. La psychothérapie institutionnelle, c'était quelqu'un que je respectais beaucoup, hein, qui est très savant en tant que psychiatre, et très, très bon psychiatre, mais au point de vue institutionnel, on était opposés, quoi. Ce qui fait qu'il a géré son service un petit peu en réaction au mien. Et à un moment, les équipes se sont disputées. Vous avez peut-être eu écho d'une prise de bec entre Émile Béthaud, que vous avez eu au téléphone, et Jeanne, celle qui a été cadre sup chez
chez Lequertier un moment. Jeanne, son nom... Dans la 4 sup du service du docteur Lequertier. Voilà, oui. Alors, c'est des gens qui s'aimaient beaucoup. Et ils avaient une expérience syndicale commune, Beto et elle. Mais presque tous les matins, pendant une période, ils s'engueulaient parce qu'elle lui disait, regarde la pagaille que tu mets dans mon équipe avec tes trucs laxistes, hein, Lequertier n'aime pas ça, tu sais bien. Bon. Et Beto, au bout de quelques jours, il en a eu marre. Il lui a dit, écoute Jeanne, ils vont quand même pas nous empêcher de nous aimer. C'est comme ça que ça s'est conclu. Et effectivement, pour que ça tourne, il y a eu beaucoup d'amitié, hein, beaucoup de tolérance entre les gens finalement, mais il y a eu aussi beaucoup de disputes. Et les disputes ont été structurantes, c'était des enjeux qui n'étaient pas rien quand même. Hein. C'était jusqu'où on peut éviter le carcéral, et jusqu'où on peut pousser une certaine, enfin la psychothérapie institutionnelle. Moi j'étais taxé d'antipsychiatre à l'époque. Je connais bien l'antipsychiatrie, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, mais j'ai vite compris que c'était pas quelque chose de navigable. En tant que pratique psychiatrique, c'était bon, mais en tant qu'idéologie politique, ça nous menait dans le mur, quoi. C'est pas du tout ce que j'ai professé à la Roche. Mais n'empêche, j'étais l'antipsychiatre de service, quoi. Vous pouvez développer cette idée que, en tant que pratique clinique, c'était positif, alors qu'en tant qu'idéologie, c'était ouais. pas... Alors, en tant que pratique, les Anglais notamment, les fondateurs qui ont été Lang et Cooper, et puis Bassaglia dans une autre dynamique. Hein. Mais je parle des Anglais, là pour l'instant, c'est des gens qui sont allés extrêmement loin, eux et leurs équipes, dans l'accompagnement des grands malades, dans leur traversée psychotique. Et la pratique se résumait à ça. C'est le titre du livre de Joey, son nom va me revenir aussi, j'ai des trous, mais enfin c'était un des fondateurs de l'antipsychiatrie. Ça s'appelait Mary Burns, c'était le nom de la malade, qui était devenue peintre ensuite, un voyage à travers la folie. Et en fait, c'était des gens qui accompagnaient les patients dans leurs expériences régressives et qui étaient convaincus qu'il y avait quelque chose d'extrêmement relationnel et de réversible. Alors ça, c'est une idée qui a été qualifiée d'antipsychiatrique, eux-mêmes ont assumé ça, mais si on relit les traités de Pinel à l'origine, le traité médico-philosophique, qui a eu 3 éditions, dans les 3 éditions successives, il n'est jamais question, dans le vocabulaire de l'époque, de folie totale. C'est toujours des folies partielles qui se développent, qui se déploient dans un registre ou dans un autre, mais il y a toujours, dans l'héritage de Pinel, il y a toujours un sujet auquel on peut s'adresser et cheminer avec lui, avec l'appui de l'institution. Alors les murs de l'asile à l'époque étaient un outil de travail, il n'y avait pas les neuroleptiques, mais il y avait un cheminement humain, d'ailleurs un traité médico-philosophique. La folie n'était pas une aliénation, c'était une expérience humaine. Et les antipsychiatres, au fond, ils ont déployé ça comme pratique. Alors maintenant, comme idéologie, après, ce qu'il a écrit, Cooper, j'ai lu à peu près tous les écrits de Cooper, quand il a dit « il n'y a pas de... » Voilà. Il n'y a pas de problème personnel, il n'y a que des problèmes politiques. Et là, il s'est complètement planté. Parce qu'on ne peut pas ramener
l'ensemble de l'expérience clinique et psychiatrique a des données politiques. Les données politiques, elles sont incontournables, mais c'est une composante de l'expérience de la folie. Et puis ça met de côté la souffrance, tout ce qui est individuel chez le patient, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Et puis tous les phénomènes qui ont été explorés ensuite par les systémistes, les doubles contraintes par exemple, les phénomènes de double contrainte, ça peut rendre fou. Hein. Et ça, c'est pas pour. Enfin, ça peut être politique dans bien des cas. Dans la plupart des cas, il y a une composante politique, mais on ne peut pas résumer ça à une donnée politique. Je préfère la formule de Lucien Bonafé un peu plus tard, qui disait la folie ne sera jamais que l'avatar malheureux d'une légitime protestation contre une injuste contrainte. Donnez-moi la phrase historique qu'il a envoyée à un jeune antipsychiatre dans un article dans le Nouvel Observateur à l'époque. C'était en 68. Hein. Oui, toutes ces idées, c'est la suite de 68, oui, la mise en cause des différentes institutions, dont la psychiatrie, la psychiatrie. D'une légitime protestation contre une contrainte. Contre une injuste contrainte. Bon, Bonafé, vous voyez le personnage, c'était quand même un poète de la psychiatrie. D'accord, donc voilà. Basaglia, lui, de son côté, c'était pas l'antipsychiatrie politique, c'était... Alors, vous connaissez la trajectoire de Basaglia. Ce type, professionnellement, c'était un inspecteur général de la santé. C'était pas n'importe qui. Hein. Il avait du pouvoir. Et en plus, dans un pays où l'État, c'est insignifiant parmi d'autres, hein, on peut faire beaucoup de choses au niveau régional, au niveau local, sans avoir constamment à s'adosser à une politique nationale. Et c'est ce qu'il a fait à Trieste, en Émilie-Romagne. Bon, il a monté cette institution de Gorizia, qui a été quelque chose de remarquable au niveau de la psychothérapie institutionnelle. Il a sectorisé les soins d'une manière très aboutie dans sa région. Ailleurs, où on a essayé de faire du Basaglia, dans le reste de l'Italie, on s'est heurté à tout ce que pouvait être la dérive de la sectorisation. C'est-à-dire qu'on a fermé les hôpitaux psychiatriques, pas complètement. Dans une première décennie, on a fermé que les hôpitaux publics. Or, en Italie, vous aviez la moitié des hôpitaux qui étaient gérés par des congrégations religieuses. Ça a servi d'ailleurs d'institution de repli pour des patients qui n'étaient plus pris en charge suffisamment par les hôpitaux publics où ils étaient avant. Et alors les 10 hôpitaux publics, puis même aujourd'hui les hôpitaux privés, ils ont non seulement privilégié tout ce qui était hôpital de jour, tout ce qui était foyer de vie, etc., pour extirper les malades de l'asile, ils n'ont pas seulement privilégié, ils ont procédé à une alternative radicale, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hôpitaux psychiatriques, tout le monde est dans les institutions du secteur. Et en fait, l'accueil, il s'est volatilisé entre-temps. Moi, j'ai vu notamment à Florence un hôpital de jour où les patients, ils étaient dans une chronicité effroyable. Toute la journée, ils ne faisaient rien, c'était pas organisé. Il n'y avait pas de soignants pour organiser les animations thérapeutiques. Et les patients étaient dans cette espèce d'ennui, de mort quotidienne de la chronicité psychiatrique, quoi, hein. Alors, ce que vous dites m'intéresse parce que au terme de ma carrière, si je puis dire, l'exprimer ainsi, je retiens l'idée que pendant des années, moi j'ai combattu
l'idée des grands hôpitaux classiques qui étaient chronicisants, etc. Et en fait, a posteriori, je pense qu'on peut aussi avoir des institutions de petite taille qui peuvent être aussi chronicisantes. Des hôpitaux de jour ou des petites quantités d'hospitalisation psychiatrique dans leur établissement. MCO peut aussi tourner à la... Il faut qu'il y ait de l'échange, de la critique, voilà, de la vie. Très bien, pour en revenir, la psychothérapie institutionnelle au sein de l'EPSM, donc on a abordé les questions de sécurité, si on peut dire, pour les patients médico-légaux les plus difficiles. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects Oui, alors il y avait des outils. On avait par exemple dans mes unités, mais ça s'est pratiqué aussi dans les autres unités pendant quelques temps, et puis ça s'est un peu dévitalisé, peu à peu. Mais on avait quand même une réunion de patients et de soignants toutes les semaines. Il y avait des élections régulière de patients délégués à l'amicale Edelweiss, qui était l'espèce de croix marine locale, parce que Pellarin n'avait pas voulu que ça s'appelle croix marine. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce machin, nous on est laïque ici. Bref, il ne connaissait pas, il n'en voulait pas, du coup ça s'est appelé autrement. C'est Emlet qui a été le premier président de la croix marine à La Roche, et ça m'intéressait beaucoup, il l'a fait avec, je dirais, beaucoup d'efficacité thérapeutique. Il y avait la cafétéria aussi qui était gérée par l'amicale, y compris la caisse, avec des controverses. Avec le quartier me disant il faut supprimer ce lieu complètement anomique. Voilà quel était son verdict sur la cafétéria, c'est-à-dire sans règles. Bon, ça a persisté quand même, heureusement. Une idée qui me traverse l'esprit, dans beaucoup d'établissements historiques, les aumôniers ont joué un rôle positif et de lieu de parole non contrôlé, si on peut dire. Ça n'a pas été le cas à l'EPSM. Alors, il y a eu, on a organisé la venue d'un aumônier régulièrement. On a consacré une petite salle au culte. Et pendant une période, il y avait toutes les semaines un vicaire de la paroisse de La Roche. La Roche ne manquait pas de clergé. Bon, ça se passait de façon très respectueuse, réciproquement, c'était discret, ça existait. Il y avait des soignants qui souhaitaient y aller, qui y allaient régulièrement. Geneviève Magellan était une des fidèles des messes, comment dire, c'était pas des messes, c'était des services, il n'y avait pas d'Eucharistie, je crois. Mais bon, ça s'est pratiqué. À un moment, vous parliez d'une protestation du vicaire de la Bénite Fontaine. Alors là, c'était un épisode extraordinaire. C'est à peine racontable. Effectivement, il y avait des malades délirants qui montaient à la Bénite Fontaine, qui se confondaient en extase, en différentes manifestations mystiques. Ça a eu pas grand-chose ça n'a pas gêné. Mais par contre, il y a une malade qui s'est mise à protester contre le bon Dieu qui ne lui faisait pas ce qu'elle voulait et à jeter des cailloux. Alors là, le vicaire a protesté et avec l'un de vos prédécesseurs, avant Tabliabu, quelqu'un qui venait des renseignements généraux dans sa carrière. Mais donc on l'a invité à déjeuner à l'hôpital. Le vicaire. Oui, et il est venu avec sa compagne.
Alors le directeur, il savait plus trop où mettre les pieds, quoi. Et puis bon, ça s'est terminé comme ça, hein, c'est-à-dire que bon, ça s'est terminé très pacifiquement en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même rappelé à l'ordre cette patiente qui mettait la pagaille là-haut, et puis ça n'a pas eu de conséquences, c'est quelque chose qui s'est passé en paix. Hein. Bon. Moi j'ai le sentiment, dans les documents que j'ai lus, et puis ce que j'ai vécu moi aussi pendant 12 ans, qu'il y avait une relative tolérance, l'existence de l'EPSM perturbait pas plus que ça la vie des habitants de La Roche. Il n'y avait pas de protestations répétées, c'était relativement... Ça s'est remarquablement bien passé. Il y avait à La Roche aussi une grosse institution qui est toujours, c'est l'API, avec le foyer et le CRT. Et ça n'a pas toujours été comme c'est maintenant, hein, mais on voyait beaucoup de handicapés très marqués qui se baladaient dans... Et cette institution préexistait à l'EPSM? Ah oui, oui, bien sûr. Ils étaient déjà là, donc la population était habituée à voir... Voilà. Et il y a un célèbre maire de La Roche à l'époque, c'était le pharmacien, Lansard, qui m'a dit, alors, dans mon activité militante bénévole, j'étais président de l'ALAP, qui était une association de logement... Oui, j'habite juste à côté du foyer. Voilà. Alors bon, le foyer ALAP, c'était une autre institution plus récente. Bon, il y a eu des va-et-vient pour les patients entre le foyer ALAP et l'hospitalisation. On a pu travailler ensemble, y compris pour de la réinsertion, avec des stages de FPA dans lesquels il y avait moitié d'immigrés au chômage, moitié d'anciens malades de La Roche qui retournaient vers l'emploi. Bon. Alors, dans ça, un jour, il me dit, moi j'ai pas de chance comme maire, hein. J'ai les Nunuches, j'ai les Timbrés et j'ai les Sénégalais. Bon, c'était d'une trivialité redoutable, mais il y avait un peu de ça, mais avec les trois populations visées, et ça s'est très bien passé avec la population. Oui, globalement. C'est ce que je disais, moi j'ai observé, enfin dans les documents et puis dans ce que j'ai vécu aussi, qu'il y a eu par période, alors un responsable de la gendarmerie qui je pense a eu des problèmes lui-même avec la psychiatrie publique dans le passé, qui nous a énormément embêtés parce il comprenait pas ce que c'était nos pratiques, quoi. Un patient qui allait parler un peu fort dans la rue ou être habillé en tenue d'été au milieu de l'hiver, il considérait que c'était une faute professionnelle, une catastrophe, etc. Mais c'était par épisode, c'était des responsables qui restaient quelques années, mais voilà, c'est un fonctionnement personnel qui faisait que... Avec les gendarmes, on a eu des rapports très... Enfin, les gendarmes, hein. On a eu des rapports extrêmement courtois. La police locale, j'avoue que je ne vois pas très bien qui c'était, mais il y avait une gendarmerie. Hein, et bon, j'étais expert près la cour d'appel. J'avais des rapports quasi professionnels avec les procureurs, avec le colonel de gendarmerie. Bon, ça se passait, on se respectait, on se comprenait, on se téléphonait. Hein, dans des moments. Moi, j'ai eu peur pour certains malades, la malade qui avait fugué, et je redoutais qu'il se soit suicidé quelque part, et ça s'est confirmé. Hein. Mais j'ai appelé le capitaine à l'époque, de Bonneville, donc, qui a envoyé des patrouilles, et ils ont fini par le retrouver au bout de plusieurs jours, hein, mort sous le viaduc ferroviaire. Oui, c'est un classique, malheureusement, il y a eu plusieurs suicides depuis les ponts de la voie ferrée. Alors, oui, je peux peut-être vous raconter une brève anecdote à ce sujet.
on s'est disputé, je vous disais, entre collègues, on s'est disputé entre administratifs et médicaux. Ah oui, sur les questions de clés, de circulation, de liberté, de sécurité. Et voilà qu'un jour, il y avait une grande fête à La Roche pour le centenaire de l'électrification de la ville. Parce que comme vous le savez sans doute, la ville de La Roche a été la première ville éclairée par l'électricité. Paraît-il. J'ai fait des recherches là-dessus. C'est un peu exagéré. Disons qu'il y a eu, sur une période de 5 ans, plusieurs villes en Europe, mais on était la première ville de taille modeste à D'accord. Il y a eu Nuremberg en même temps, Timișoara en Roumanie, mais c'était quand même une particularité. En plus, c'était la commune qui a été maître d'œuvre dans cette affaire-là, alors dans les autres villes, c'était pas le cas. Donc, oui, c'est intéressant, très intéressant. Parce que le prédécesseur de Lansart comme maire, c'était un nommé Jean Perrin, qui était un retraité de l'EDF. Et qui était Bresson, il n'était pas de La Roche. Et lui aussi avait été quelqu'un de très accueillant, très compréhensif, très attentif, un homme plutôt doux, mais clair. Bon, ça allait s'expliquer. Et c'est lui qui a donné le nom à la rue, puisque la seule chose qui est construite de l'hôpital, c'est la rue de la Patience. Donc c'est le maire Perrin, il s'appelait Jean Perrin, P-E-2-R-I-N. Donc ça, c'est quelque chose que je n'étais pas arrivé à établir. Qui a donné le nom de la rue de la Patience? Avec tout ce que ça a comme ambiguïté. Hein. Oui, c'est la patience des élus, c'est la patience des patients, c'est la patience des professionnels peut-être. Voilà. Ça, c'est un joli nom. Et donc, si vous commencez par là, il y a eu une fête pour le centenaire de l'éclairage électrique de La Roche. Bon, il y avait des polytechniciens en grande tenue avec le bicorne et tout ça. Et c'était Lansart qui était maire à l'époque. Il a alerté le directeur en disant, écoutez, débrouillez-vous comme vous voulez, mais évitez qu'il y ait trop de malades qui viennent perturber le truc. Hein. Et alors, c'était Tagliabue qui était directeur à l'époque. Mais c'est pas lui qui a fait le coup, c'est un autre, dont je tairai le nom, qui a dit, Darro, on va lui montrer un peu comment on assure la sécurité dans un service. Il a envoyé les services généraux, les services techniques, et il a fait, parce qu'il y avait un malade qui n'était pas dangereux, mais qui était chiant comme tout. Qui adorait mettre la pagaille, qu'on avait récupéré très récemment d'ailleurs. C'était un psychopathe, c'était pas un délirant. Ce jeune patient, mon frère, il avait une vingtaine d'années, il avait quitté La Roche, Dieu sait où, depuis un bon moment, mais il était venu embêter sa mère, qui ne voulait plus de lui, qui ne voulait plus entendre parler de lui, et sa mère s'était plainte au maire. Et vu qu'il avait un peu remué le logement de cette dame, qui s'y incrustait et tout, et puis qu'il y avait cette fête, elle a obtenu du maire qu'il fasse un arrêté d'hospitalisation d'office, qui n'a pas été confirmé. Dès le certificat de 24 ans, malade désagréable, mais pas dangereux, donc la dangerosité n'est pas confirmée. Voilà. Mais la fête, elle était bien confirmée. Et du coup, il y a eu cette réaction administrative, je veux dire. Alors, on a fait poser une série, on a fait verrouiller les stores dans une chambre, et le malade a été littéralement plâtré dans sa chambre dans la durée de la fête. Et puis, au beau milieu de la fête, ce pauvre Tagliabue, il était avec Lansart, derrière une table de buffet, et il lui dit, bon, votre patient, ne vous inquiétez pas, on n'est pas prêt de le revoir. Putain, le patient qui jaillit. Je suis là. Et en fait, il avait pris une chaise dans sa chambre, il avait cassé la vitre,
Et il était sorti par la fenêtre. Alors, assez vite, il y a deux infirmiers qui sont arrivés à la touche et qui l'ont récupéré. Mais on n'avait pas l'air très malin dans cette affaire, qui était rigolote. C'était le cauchemar, le genre d'incident qui ne porte pas à conséquence, en fait. D'accord. Sur le fait d'organiser des réunions patients-soignants, d'organiser des élections pour aider le BES, c'était quoi l'idée théorique qui était derrière? Un club thérapeutique, une méthode tout à fait classique de psychothérapie institutionnelle, dérivée des expériences de Laborde, donc de Jean Bou. Et puis c'était aussi des méthodes qu'on avait apprises des plus anciens d'entre nous, à travers les CEMEA. Je ne sais pas si... J'ai fait ma formation comment on appelle ça, de moniteur de colonie de vacances avec les CEMEA qui avaient cette activité aussi. Alors c'était quand même une racine importante pour nous. Hein, et c'est une racine importante pour tout le courant de psychothérapie institutionnelle. Donc l'idée c'était de faire participer les patients, pourquoi de les rendre actifs actifs et efficients dans l'animation quotidienne du service. Il y avait d'autres mesures qui étaient particulièrement originales, particulièrement propres à mon service. Et je ne sais pas si ça aurait pu être réalisable dans les autres services. Peu à peu, comme il y a eu la Haute-Vallée, le secteur de la Haute-Vallée qui a été créé, à l'origine je m'en occupais, du coup ça s'est ramassé sur la Moyenne-Vallée. Et puis le Genevois, c'était le service de MLE. La Haute-Vallée, c'était le service de Lequertier. Moi au départ, c'est-à-dire dès la mise en service des unités d'hospitalisation complètes, j'ai mis en route, avec l'accord du directeur et du conseil d'administration, le fameux centre de formation qui était vital, hein. Et puis l'hôpital de jour avec le régime de l'hospitalisation de jour, le foyer de nuit avec les hospitalisations particulières pour des gens qui continuaient à aller au travail ou qui avaient une activité dans la journée. Et ça, l'accueil du foyer de nuit et de l'hôpital de jour, plus des consultations, hein, il y avait quand même un CNP très actif qui fonctionnait à l'approche, hein, dans les unités. Tout ça se passait dans le même lieu, et je dirais avec les mêmes soignants. C'est-à-dire que la continuité des soins, c'était quelque chose à mes yeux, de tout à fait impératif, quoi, y compris au niveau personnel. C'est-à-dire qu'un infirmier pouvait se trouver référent d'un patient pendant l'hospitalisation en post-cure hôpital de jour ou en foyer de nuit, et même en prévention. Hein, c'est-à-dire que depuis le CMP, il arrivait qu'on mette en place des soins infirmiers. Ça arrive encore actuellement. Donc ces différents services existaient au sein des murs de l'EPSM. Voilà, exactement. Et ça garantissait... alors, le reproche essentiel qu'on a fait, c'était la continuité. Et c'était la... L'aspect positif, c'est la continuité. Non, oui. Non, le reproche qui était fait, c'était la promiscuité. Parce qu'il y avait évidemment, si vous étiez hospitalisé pour un état dépressif, passager ou je ne sais pas quoi, vous vous trouviez confronté dans les réunions de malades, dans les couloirs et tout ça, avec des patients chroniques qui étaient là depuis plusieurs années. Bon, et moi je disais, mais enfin, expliquez-moi quelle est la nocivité de ce que vous appelez la promiscuité. Hein. Si on veut lutter contre la promiscuité, on n'a qu'une solution, on n'en a pas deux, c'est l'écrémage. Et l'écrémage, c'est la chose qu'on veut éviter à tout prix. Hein. Il ne s'agit pas de dire ici, c'est pour les malades dépressifs, et puis point barre. Hein, parce que dans 5 minutes, on va réclamer des masses, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs, hein, globalement dans l'organisation de la psychiatrie en France. Hein, c'est qu'on a
on s'est mis à faire des séjours brefs, tourniquets, hein, et à vider les hôpitaux psychiatriques de tous les malades qui étaient là depuis un temps réputé maximum. Quoi. Il y avait une deuxième clause qui était propre à mon service, et ça a donné lieu à des confrontations douloureuses. C'était la non-spécialisation des soignants dans leur affectation institutionnelle. Et combien d'infirmiers et d'infirmières m'en ont voulu parce que j'ai refusé qu'on crée. Je vous parle d'une époque où j'avais autorité pour le faire, hein, ce qui est plus tout à fait le cas actuellement. Il y a quand même les cadres infirmiers et l'administration qui ont autorité pour agir en lieu et place. Mais à l'époque, le chef de service, il pouvait faire ça. Et j'avais refusé de créer des postes affectés à l'extra-hospitalier. Ce dont rêvaient les infirmiers qui avaient un peu d'expérience et qui revendiquaient d'être un peu débarrassés de la charge de l'hospitalisation. Et ça, je leur disais, tant que je serai là, ça n'aura pas lieu. Il y en a qui ont changé de service pour ça, hein, pour obtenir des... Par contre, les fonctions cadres, oui, on a pu en créer. Vous vous rappelez, malheureusement, c'était aux obsèques d'Émile Gander. Émile Gander, il avait refusé, en bon sédétiste, un peu foufou, pendant des années, il a refusé d'être nommé cadre officiellement. Cadre. Il n'était donc pas. Il a fini par accepter. Il est passé à la CGT. Je me faisais. À cette période-là, je ne savais pas que c'était décidé. Et sa première garde de dimanche, en tant que cadre, il a été obligé de faire un truc qui est inhabituel pour un cadre. Il a retenu une patiente que son mari était venu enlever à l'hôpital psychiatrique. C'était une patiente turque délirante, une grande malade, et le mari, avec des convictions religieuses, je vais dire des préjugés religieux, mais enfin, une espèce de règle patriarcale, il n'entendait pas que sa femme soit exposée comme ça au regard des autres patients. Et il a donc enlevé sa femme alors qu'elle était en HDT à l'époque. Et Gander est venu le trouver en lui disant « Mais ça se fait pas comme ça, monsieur, on est dimanche, votre femme n'est pas sortante, vous n'avez pas le droit de l'emmener, tout ça. » Et il a sorti un canif et pof, il l'a largué. Ça a été la première garde et la blessure de Gander. Alors moi j'en ai fait un fou. Gander avec sa grande barbe, ses cheveux longs, blonds, il était là en salle de petite chirurgie à l'hôpital de Bonneville avec sa boutonnière. Heureusement ça n'avait pas été très profond. Il y a un infirmier qui l'accompagnait, on était là à le regarder sur cette table chirurgicale. Il avait sa boutonnière là, torse nu. Il me dit, il ne vous rappelle pas quelqu'un avec la barbe et les cheveux. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'a pas porté plainte, vous l'avez rappelé. Par contre, moi j'ai porté plainte. Le monsieur a été condamné. Après le tribunal, je l'ai ramené chez lui d'ailleurs, il a pris ça très bien. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. D'accord. Et Gander a été décoré à cette occasion-là. J'ai appelé la préfecture, ils m'ont pas décoré, il y a un surveillant qui vient d'être blessé, bon, faites-moi un rapport. Il fait un rapport, et 2 mois plus tard, il recevait son diplôme de médaille du courage, ou je ne sais plus. On donne des fois aux pompiers, aux gendarmes. Au passage, vous avez évoqué la mixité des unités pour les patients. Ça a été de soi, dès le départ, les unités ont été créées, hommes-femmes. Ah oui, absolument. Parce que dans les hôpitaux historiques, je pense que c'était le cas à Bassin à cette époque, la mixité n'existait pas, elle était intervenue plus tard. Oui, elle a été imposée par le ministère. Et elle a été biaisée, comme vous savez, dans beaucoup d'hôpitaux. C'est-à-dire que dans un service donné,
il y avait l'unité femme et l'unité homme. Mais le service était mixte. D'accord. Oui, d'accord. Je verrai ça. Très bien. Alors, sur tout ce que vous avez évoqué sur la non-spécialisation des unités, j'ai partagé vos idées pendant des années quand j'étais soignant et j'ai complètement changé d'avis. Après, je pense que l'idée, les patients les plus autonomes, on va dire, aident les autres patients, etc. Et c'est positif pour les deux. Moi, j'étais dans un pavillon qui s'appelait la troisième homme au Vinatier. Le résultat, c'est que les infirmiers étaient extrêmement chroniques. Ils étaient tout le temps dans la salle de pause, enfin, dans la cuisine. Et les patients, c'était un capharnaüm invraisemblable. Il y a des patients qui rançonnaient les autres, certains se prostituaient. Enfin, c'était vraiment des conditions de vie et d'hospitalisation inacceptables, et c'était justifié par le même principe qui était détourné. C'est les patients ont des capacités, donc ils peuvent soutenir les autres, mais en fait, c'était une façon pour les soignants de rester en recul, de rien faire, et de permettre des choses inacceptables, quoi. Voilà. On pourrait en discuter longuement. Je ne suis pas antinomique, hein, je serais assez d'accord avec vous. L'absence de spécialisation des unités, ça mobilise et ça impose des moyens humains considérables. C'est-à-dire il faut animer, au niveau thérapeutique, il faut animer chaque unité et même le secteur avec une détermination et beaucoup de technicité, parce que c'est pas tout simple, hein. Mais toutes les équipes ne peuvent pas le faire si elles n'ont pas cet appareillage technique, thérapeutique. Ce que j'ai constaté aussi à l'EPSM, donc à l'EPSM progressivement, on a créé 4 unités spécialisées et 3 unités qui sont sectorisées, qui demeurent. Il y avait aussi le fait que dans les unités indifférenciées, les patients entrants mobilisent beaucoup les soignants. Et ça conduit à laisser tomber les patients anciens, les patients dits chroniques, s'en occupe plus guère, quoi. Là, vous mettez de l'eau à mon moulin. On ne laisse pas tomber un malade. Voilà, donc il faut le faire. Il est incontournable, il est là, qu'il soit chronique ou entré de la veille. Il fait partie des 25 patients dont on a la charge tous ensemble. Il fait partie de la réunion de patients. Il va dans les mêmes ateliers. Enfin, les ateliers, c'est à la tête du client, hein, mais c'est pas parce qu'il est chronique ou parce qu'il est entrant de la veille qu'il va aller dans un atelier particulier. Ils se retrouveront. D'accord. Bien, c'est mon avis sur la question, n'avait pas beaucoup d'importance. Mais si, c'est là pour prendre de votre. En plein dans le loup. Vous m'avez dit que l'école d'infirmiers, elle a été créée dès le départ. Les formateurs, c'était des médecins de l'établissement et des soignants de l'établissement. À un moment, on a recruté un militaire diplômé, hein, et il y avait un pharmacien de La Roche qui était membre du conseil d'administration et élu municipal, qui venait donner les cours sur les médicaments, par exemple. Et les autres intervenants donc, étaient les médecins et internes, peut-être et infirmiers, et internes. Et même avant l'ouverture, pendant les 2 années qui ont précédé, on avait recruté, rétribué par la DAS toujours, hein, en pré-implantation, on avait recruté une petite promotion d'infirmiers, ils étaient 6, et on les avait envoyés en formation à Bassins. Ce qui fait qu'ils ont fait l'ouverture avec leur diplôme, ceux-là. Les promotions d'infirmiers, elles étaient de quel ordre numérique? Je vous dis, les toutes premières préalables, c'était 5. Et ensuite, c'était entre 15 et 20.
Et elle a fermé quand cette école? Alors, elle a fermé, je ne sais plus quel a été le... En gros, ça a correspondu au moment où il fallait la financer sans contrepartie. C'est-à-dire que là, la contrepartie du financement de l'école, qui coûtait une misère, hein, bon, c'est que les... Mais enfin, il fallait payer les stagiaires hein, à l'époque. Mais c'est qu'ils faisaient tourner les services. Hein, c'était du personnel au prix des stagiaires. Hein, voilà. Alors, elle a fermé au moment où ils avaient monté aussi un centre de formation à Annecy, enfin à Sénot. Et à un moment, c'était la DAS encore, il n'y avait pas encore l'ARH. La DAS nous a dit non mais 2 centres de formation pour le département c'est trop. Hein. Vous payez un moniteur, on en paye un autre il y a même un directeur moniteur à Annecy. Bon, on ne va pas continuer comme ça. Et du coup, la mort dans l'âme, je ne sais plus si c'est l'année d'avant ou l'année d'après la suppression du diplôme spécifique. Il y avait un moniteur, il s'appelait comment il est resté longtemps? Il s'appelait Jean. Il est resté au moins 3 années. Il était diplômé moniteur du Vinatier, oui, de l'école des cadres du Vinatier. Oui, parce que les moniteurs, ils avaient une formation de moniteur. Enfin, pas tous, mais certains avaient. On a bien été obligé d'y passer. Moi, je me suis entendu avec lui. Bon, voilà. Cela dit, je ne lui ai jamais caché qu'il était diplômé des écoles des cadres, c'était opposable. Mais que comme expérience soignante, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait d'intéressant et si ça lui a plu ou pas. Ce qu'il a fini par m'avouer, c'est que ça lui avait à ce point pas plu qu'il a passé le... Pour ça, le cadre pour... Voilà, pour éviter d'être dans les services à la base, quoi. C'est pas une bonne motivation. Mais ça arrive, hein, ça. Est-ce que l'hôpital de Bassin, à votre connaissance, non pas l'hôpital, le département du 73 a participé à la construction, a financé la construction? J'ai vu que dans les plans de financement initiaux, il y avait 15% peut-être, ou non, 12,5%, ouais, c'est 5%, à la charge de la Haute-Savoie et 12,5% à la charge de la Savoie. C'est pas impossible, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. C'est pas impossible qu'ils aient contribué à l'implantation des USN, mais l'implantation des USN, ça a été rien du tout au point de vue coût. Hein. Oui. Pélarin et le DAS, enfin le président du Conseil général et le DAS, à l'époque, ont dit bon, on leur laisse implanter leurs USN, et dès qu'ils nous donnent les clés, on refait l'hôpital. Mais voilà, c'était conçu comme un quartier psychiatrique de l'hôpital en bref temps. Et à ce titre, il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de bâtiment administratif, il n'y avait rien au point de vue services généraux. Et du coup, toute la partie qui n'existe plus maintenant, mais cuisine, a été rajoutée après, et là, aux frais du département. Et tout ce qui sortait du projet national, où c'était des chambres et ça à manger, en gros, c'était à la charge du département. Voilà. Et après, Pélarin a adoré les travaux. Hein. On a été dans des programmes de travaux permanents. Notamment, on a refait complètement l'isolation. Vous avez su ça avec les... Oui, j'ai vu, il y a eu un procès. Des procès en malfaçon, des quantités. Hein. Oui, cette façon de construire était très étonnante, quoi. Et oui, je voulais vous le demander. Est-ce que les équipes, et vous en particulier, vous avez été consultés sur ce projet national
en termes d'architecture? Est-ce que vous avez pu discuter, ou situer les pièces, combien il y en avait? Le projet des USN, non, alors certainement pas, avec les nuances que je vous dirai quand même ensuite. Sur tout ce qui a été travaux de réaménagement, de rénovation, on a refait les carrelages, on a étanchéisé les ouvertures, on a fait l'isolation, etc. Là, on a été consulté constamment et l'architecte préféré de Pélarin, et il tenait ses réunions à La Roche avec nous. On était présents, on a demandé des choses et ça a été fait dans le sens qu'on demandait. Même les fournisseurs, on a participé au choix des fournisseurs. Là, ça a été remarquable. Alors, pour l'origine, les USN, la première réunion du chantier, enfin pas de chantier, de terrain, elle était convoquée par le préfet de l'époque. Moi, je venais d'arriver, j'étais au travail dans les CMP, et donc j'étais convié à cette réunion. Et elle était uniquement motivée par le fait que l'architecte régional avait contesté les USN en disant que c'était lamentable de défigurer un aussi beau site. Ah oui, j'ai vu ça, oui. La commission qui était chargée de l'intégration dans le site avait donné un avis défavorable en disant c'est vraiment trop moche. Alors le préfet a fait une réunion un peu par roue de bonheur sur le terrain, effectivement, avec la vue sur la chaîne du Buet, c'est un lieu magnifique. Et il a dit bon, la décision est entre mes mains. Et il a revu sur le plan un truc. Il y avait notamment la cage de l'ascenseur qui se terminait par une espèce de simili-beffroi. Et il a dit bon, supprimez-moi ce simili-beffroi. Et puis la réunion a été terminée. Mais par contre, le DAS m'a présenté en disant voilà, c'est le psychiatre qui fera l'ouverture et qui est déjà sur place. Ah, très bien, docteur. Je vous enjoins d'assister à toutes les réunions de chantier et surtout veiller à ce qu'on est bien implanté, y compris les prises de courant. Vous savez, c'est toujours du mauvais côté. Donc c'est à vous de veiller à ça. Je suis allé à 2 réunions de chantier. La deuxième, j'ai contesté l'implantation. Enfin, j'ai pas contesté, j'ai suggéré une implantation un peu différente pour le réfectoire. Ça a traîné 3 semaines. Au bout de 3 semaines, le DAS m'a téléphoné en me disant vous vous rendez compte que vous venez de retarder les travaux de 2 mois. Faites-moi le plaisir de vous abstenir désormais. Bon, je suis plus allé aux réunions. Donc oui, c'était vraiment des plans industrialisés qu'on a appliqués n'importe où. C'était les grands travaux du Midi, je crois. Voilà, société de travaux du Midi. Maître d'œuvre. Est-ce qu'il y a, alors, certains m'ont parlé d'une unité intersectorielle qui était projetée, qui a été construite, mais qui n'a jamais vu le jour, et qui était en somme le bas du bâtiment où sont implantés après les bureaux, etc. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que l'administration, elle a été implantée d'entrée au niveau 0, dans des locaux qui peut-être n'était pas prévu pour ça. Par un projet de future unité qui n'a pas vu le jour. En résumé, c'était pas une unité intersectorielle, mais on a renoncé à un couloir pour les soins qui est devenu le couloir administratif. Et on a ménagé une ouverture sur le côté à l'époque, sur le côté court. Et on a installé des locaux administratifs. C'était prévu pour être des locaux soignants. Encore des locaux de soins. Alors que la cuisine a été montée de toutes pièces en annexe de l'autre côté. Comment est-ce qu'on a réalisé le sous-sol? Donc j'ai lu que c'était un vide sanitaire à l'origine. Alors le sous-sol, il a son histoire aussi. C'est-à-dire que dès qu'on a eu les clés, on a relevé un certain nombre de vœux, et on les a
élaboré ensemble, je veux dire avec Pélarin et le directeur à l'époque. Hein, j'ai fait silence sur le directeur de cette époque. C'était un nommé Albert, de son nom de famille, qui était directeur de la maison de retraite de Régnier. Laquelle maison de retraite de Régnier était un dispositif départemental, donc directement sous la protection sourcilleuse de Pélarin. Et le DAS a souhaité que ce soit Pélarin qui soit le patron de l'EPSM de l'époque. Hein. Ça ne s'est pas toujours appelé le PSM, hein, vous le savez. Oui, c'était les USS d'abord. Oui, voilà. Puis, on a appelé les USS pendant longtemps. Bon, et donc on a proposé, comme il n'y avait pas de lieu pour l'ergothérapie, on a proposé de creuser sous le vide sanitaire en renforçant les fondations sur l'aval côté vallée. Hein, et on a fait là une très belle salle que vous avez peut-être connue, qui a donc été longtemps une salle d'ergothérapie où on faisait de la poterie et toutes sortes de... C'était la pharmacie peut-être ultérieurement, au sous-sol, où il y avait des locaux de stockage. La pharmacie Oui. a été effectivement au sous-sol à un moment. Oui, et à côté, il y avait une grande pièce qui, lorsque j'y travaillais, servait de magasin, je ne sais pas quoi, mais c'était une pièce qui avait des fenêtres, alors que d'autres étaient mis sous-sol. Mais alors, dans un deuxième temps, on a aménagé aussi, dans le même sous-sol, une pièce de psychothérapie, de thérapie familiale, avec un grand miroir sans teint. Bon, c'était une méthode à l'époque. Mais elle était à l'étage du dessus, si je me trompe pas. Non. Alors elle était créée ultérieurement à l'étage du dessus. Ah oui, d'accord. Là, j'y étais plus. Et les patients ont participé et ont été rémunérés, ou c'est l'équipe, c'est des entreprises, qui est-ce qui a fait ces travaux dans le sous-sol? Ah non, c'est pas les patients du tout, c'est des entreprises. Hein. Des entreprises choisies par Pélarin, des entreprises locales pour le coup. D'accord. Est-ce que l'administration est intervenue dans les débats internes, enfin le conflit entre guillemets, sur les méthodes cliniques que vous avez évoquées là, qui ont vu la fin de la psychothérapie institutionnelle? Est-ce que la direction va pousser dans un sens fermeture Oui. C'est-à-dire que là, ça a été frontal. Hein. Non pas avec les directeurs successifs, avec qui on s'est entendu, mais avec notamment un sous-directeur avec qui là ça a été très dur. Hein. C'est-à-dire qu'il considérait, et il ne me le cachait pas, que j'étais quelqu'un d'irresponsable. Et il avait un peu pour allier quelques infirmiers qui ne voulaient plus travailler chez moi et qui disaient qu'ils étaient mal protégés, on les exposait trop à des choses difficiles, etc. Bon, je comprends, hein, mais là il est entré dans la mêlée et il a proclamé à un moment, il a pondu un texte même disant on ouvre une formation qui sera imposée aux infirmiers pour mettre en place des camisoles. Et les infirmiers cadres et infirmiers de base sont tenus de participer à ces formations-là. Et j'ai dit, vous êtes responsable aussi des équipes, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, tant que je serai là, il n'y aura pas de camisole dans mon service. Bon, voilà comment les choses se sont, à quel niveau ça s'est passé. Bon, il y a un truc, j'ose vous le raconter, c'est à peine racontable. Un jour, je quitte le service, un vendredi soir à 16h30, parce que j'avais ma consultation à 17h au CMP de Bonneville. Et le CMP de Bonneville, il n'était pas plutôt arrivé que un cadre me téléphone. C'était Gérard Magellan, le premier mari de Geneviève, l'ex-mari de Geneviève.
qui me dit, bon, les services techniques sont là, ils sont en train de monter une serrure sur la porte de l'unité. Bon, ça, on n'a fait qu'un tour. Je dis, bon, j'arrive. Je suis arrivé avec un tournevis. Ils avaient fini leur boulot. J'ai défoncé la serrure qu'ils avaient montée. Je l'ai descendu chez l'homme dont je ne veux pas citer le nom. Et je lui ai dit, je crois que ça vous appartient. C'est pas à nous. Hein. J'en veux pas. Et moyennant quoi, on m'a laissé continuer à... Mais voilà comment les choses se sont passées. Avec pas de menace, ça a été quand même relativement clean. Il aurait pu me dire, vous avez intérêt à ce qu'il ne vous arrive pas un pépin, hein, parce que là on ne vous loupera pas. Mais ça m'a été dit quand même, à d'autres moments, il ne faudrait pas qu'il arrive un pépin, parce que là on est tenu de l'obligation de moyens, si on constate que on ne vous fera pas de cadeau, etc. Bon. Voilà, j'ai jamais été... Il n'y a pas eu de catastrophe. Non, non, non. Donc vous disiez un sous-directeur, parce que si j'ai bien compris, à Régnier, il y avait un directeur, et puis il y avait quelqu'un qui était responsable, sous la direction du directeur de Régnier, des unités psychiatriques. Ça a été longtemps comme ça. C'était Paul Fournier, le directeur global de Régnier et La Roche. Et c'était donc le directeur souhaité par Pélarin, avec lequel ça marchait très bien. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, La Roche s'est affranchie de cette tutelle de Régnier, et il y a eu pendant un temps des directeurs. Antoine, il s'appelait, celui dont je parlais tout à l'heure. Vous disiez c'était un prénom, oui. Bon, Antoine était sous l'autorité de Paul Fournier. Après, donc assez vite, je crois que Tagliabue est arrivé après Antoine. Lui, il n'avait aucun compte à rendre à Fournier. Oui, j'ai vu qu'il y avait eu ce qui s'appelait un syndicat interhospitalier entre la maison de retraite de Régnier et l'ex-PSM, enfin le futur PSM plus exactement. Pendant quelques années, je ne suis pas arrivé à bien déterminer. C'était, à ma connaissance, hein, j'ai un peu oublié l'épisode, mais à ma connaissance, c'était la réponse juridique pressentie à une situation qui était repérée comme techniquement pas navigable. Alors on a dit, on va monter un syndicat interhospitalier. Dès que Pélarin est entré en scène, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne va pas s'encombrer dans bref temps. Hein. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu un syndicat interhospitalier entre la maison de retraite de Régnier et... non, c'est pas possible, juridiquement. Et les USS? Ouais. Si, il y en a eu un, avec ces deux seules composantes. Après, il y en a eu un autre, avec, mais qui a été que théorique, je pense, dans lequel il y avait l'établissement de Salanches, il y avait l'établissement de Bonneville aussi, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une vie réelle. Mais par contre, il y a eu quelques années un syndicat interhospitalier avec la maison de retraite de Régnier et les USS de La Roche. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il ait eu une activité non plus très importante. Non. Et vous avez quitté le PSM à quelle époque? En 80... Combien? En 93, je crois. Et à cette époque-là, tout ce qui était psychothérapie institutionnelle, s'était effacé progressivement, ou il reste encore Edelweiss, mais qui remplit pas la même fonction que précédemment? Il n'y a plus de soignants. Ça s'est usé, hein, ça avait pris un coup dans l'aile quand même. Hein. Déjà dans mon service, il y avait une unité dont je m'occupais directement, et l'autre unité dont s'occupait le jeune collègue qui avait été nommé, qui s'appelait Chex, Jean-Raoul Chex.
Et lui, il a tout de suite dit, mais moi, je ne m'occupe pas d'un service qui ne ferme pas à clé. Bon. Donc, il a fait installer les... Bon. Mais il n'était pas contre la psychothérapie institutionnelle, mais pas à ce niveau d'engagement-là. Et ensuite, j'avoue que... Non, dès que j'ai connu, vous vous en doutez, mais dès que j'ai connu les pratiques de Sénaux, des unités de soins de Sénaux, je me suis dit que La Roche, c'était quand même un paradis quelque part. Parce que vous n'aviez rien de semblable à Sénaux, alors que il y avait quand même une association Roi-Marine qui avait été montée en Oui, Non, elle a disparu. Ça, j'ai rencontré un psychologue qui s'en occupait il y a quelques années. Voilà, qui s'appelle Sylvain Lecoin. Mais alors ça, mon pauvre, on est le 27, dans 3 jours, elle n'existe plus. D'accord. Ils se sont dissous. Et ils ont passé la gestion des appartements thérapeutiques à l'association dont je m'occupe comme bénévole à Annecy. D'accord. Qui s'appelle Gaïa. Les appartements thérapeutiques d'Annemasse ont eu une difficulté aussi, hein, c'était une association qui dépendait de l'UNAFAM. C'était pas l'UNAFAM, mais... Espoir 74. Voilà, c'était Espoir 74 qui les gérait. Et puis, maintenant, c'est une association ad hoc, je crois, qui a été créée juste pour ça, parce qu'ils ont eu des difficultés. Hein. Ouais, c'est pas évident. Parce que gérer les appartements thérapeutiques, ça suppose une présence soignante régulière et même logistique. Voilà, et logistique aussi. Ouais. Et quand il n'y a pas cette présence-là, les patients ne s'entendent pas, il y a des dégradations, enfin ça tourne mal. Et c'est absolument. Alors, qui finançait le secteur? On a dit que c'était la DAS, donc l'État. Le nombre de personnel à l'ouverture, en gros, c'était 1 pour 1, en comprenant les stagiaires. C'est-à-dire qu'on a ouvert pendant quelques mois à 25 soignants, mais ça incluait l'hôpital de jour et les CMP. Et puis, ensuite, assez vite, on est passé à 50. Il y a 50 soignants. Soignants, oui. Et puis, dès que ça a ouvert l'autre service... Donc ça s'est étalé sur combien de temps la mise en service totale? Plusieurs années. C'est-à-dire que le quartier a dû être nommé... l'hôpital a ouvert en 75. Et le quartier a dû être nommé en 77. Emlé a été nommé à l'ouverture. Donc sur 2 ans à peu près l'installation des différentes unités. En plus que ça, parce que le quartier il n'a eu qu'une unité pendant un temps. Et donc ça, la dernière unité a dû ouvrir en 78 ou 79. Donc sur 3 ou 4 ans, quoi. Voilà, oui. Dans l'ordre des unités, il y a eu Brévan qui a été... et Bargy, puis Voiron et Salève. Qui est-ce qui a choisi les noms? Alors les noms, ça a été vraiment vital que ce soit les équipes qui les choisissent. Moi j'avais cherché à suggérer... J'avais proposé que ce soit des noms de montagne, pour en finir avec les noms de fleurs, les noms de vieux psychiatres du 19e siècle, genre Pinel, etc., qui rappelaient trop les asiles, quoi, et faire quelque chose de local. Alors voilà, ça c'est... On a donné des noms de montagnes. Et comme on avait secteur A, secteur B, puis secteur C éventuellement, j'avais proposé que les unités de chaque secteur portent
un nom de montagne avec Qui enlève du une secteur. initiale A, Ah, B d'accord. aussi. D'accord. Et en fait, l'option qui a été choisie, ça a été que les équipes ont préféré des montagnes à eux. Donc, peu importe Sur leur l'alphabet, mais Donc, là, le dernier temps que j'ai travaillé, on avait ouvert une unité qui s'appelait USIP et qui officiellement porte le nom de ce psychiatre qui était antillais, qui exerçait en Franck Algérie. Fanon. Oui, Franck Fanon, voilà. Donc ça m'a donné l'occasion d'être en contact avec sa veuve et sa fille. ah bon? Pour obtenir l'autorisation Ah oui, de donner le nom. donc j'ai eu sa fille au téléphone. Ça fait un grand maître. Hein, ça. Et sur la psychothérapie institutionnelle, j'avais lu des trucs de lui, c'était intéressant sur l'aspect, on fait participer les patients à une vie démocratique, en somme. Et il expliquait que ça avait échoué quand il était en Algérie, parce que le système tribal faisait que les patients, ils étaient habitués à obéir au chef de village. Très hiérarchisé. Et donc ça marchait pas du tout. La famille qui avait vendu le terrain, il y avait un accord informel qui faisait qu'on a recruté certains membres de la famille, et c'était des soignants ou ils... Non, c'était pas des non. soignants. C'était les guerriers généraux. Donc il n'y avait pas de soignants. Et oui, ce qui m'a étonné dans le discours des maires successifs, là, qui attendaient beaucoup d'emplois avant la construction, dans un hôpital, c'est quand même des soignants qui travaillent. Et ils n'avaient pas de diplôme, les gens locaux, quoi. Oui. Donc c'était... Ben, ça a été ma campagne préalable pendant les 2 années avant l'ouverture, de quasiment faire du porte-à-porte pour éveiller les jeunes à la carrière d'infirmier psychiatrique. Alors, c'est comme ça que j'ai fait des interventions dans les classes terminales, dans les lycées, même à La Roche, à Sainte-Marie et... En faisant valoir que les études étaient rémunérées. Oui, bien sûr. Ce qui était une particularité. Moi, je dois bien dire que j'ai en grande partie choisi cette profession-là parce que les études étaient rémunérées et que ça faisait cette autonomie par rapport aux parents, quoi. Par contre, le conseil d'administration, on avait la chance à La Roche d'avoir des sièges au conseil d'administration. Hein. Au départ, on était... les 3 chefs de service étaient membres du conseil d'administration. Eh oui, les prochains. Et le premier président de la CME, ça a été Philippe Emmelet, il venait d'arriver, mais bon, c'était mon aîné de près de 10 ans, hein, et ça nous a paru bien comme répartition. Moi, je n'avais pas envie d'être trop le gourou de l'affaire, quoi. Ça a été un bon montage. D'accord. Parce que oui, je compare avec les compositions des conseils, j'ai oublié le terme, comment ça s'appelle, les conseils de surveillance aujourd'hui. Il y a une représentation médicale, bien sûr, mais qui est proportionnellement plus faible, on va dire. Le PSM, il y avait 3 médecins qui siégeaient sur 35, quelque chose comme ça. Oui, d'accord. C'est les textes qui prévoient ça, c'est pas une décision locale. On conclut ainsi cet entretien.